bonjour à tous, bonjour à vous qui êtes sur Facebook, qui nous regardez en direct, donc sur le groupe Facebook Burnout, le comprendre, le prévenir, rebondir. Et bonjour à vous qui nous regarderez en différé sur le blog partagetonburnout.fr. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Astrid Le Fur, je suis coach conférencière spécialisée sur le sujet du burn-out et je suis l'auteur du blog Partage ton burn-out. Sur le blog, vous retrouvez des témoignages de personnes qui ont vécu, traversé le burn-out, des informations pour mieux comprendre ce syndrome et pour remonter la pente, et puis des interviews d'experts sur différents sujets. C'est ce que nous faisons aujourd'hui avec Anne-Françoise Chaperon. Bonjour à tous. Donc Anne-Françoise, tu es psychologue clinicienne, consultante en prévention des risques psychosociaux et formatrice. Et tu es aussi l'auteur de plusieurs livres, dont celui-ci, voilà, qui s'appelle « Harcèlement moral au travail, comprendre et se défendre ». Et donc, ce que je te propose, Anne-Françoise, c'est de commencer à mettre les pieds directement dans le vif du sujet, avec cette question qui a animé beaucoup les internautes. Le harcèlement moral au travail, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça n'est pas? D'accord, ça c'est une question importante parce que justement on en parle beaucoup, parfois un peu à tort et à travers. D'ailleurs, quand il y avait eu à un moment donné une enquête qui avait été réalisée dans les entreprises où on avait demandé aux gens s'ils se sentaient ou non harcelés, on se rendait compte qu'en fin de compte, à peu près 25% des salariés à un moment donné se sentaient harcelés. Et quand on regarde vraiment s'il s'agit du harcèlement, en fait, les pourcentages sont quand même beaucoup plus bas puisque globalement, on peut dire que si on fait une vraie enquête sur le harcèlement à un temps T, on trouvait environ 5% de personnes qui vraiment, aujourd'hui, en ce moment, subissent un harcèlement au sens propre du terme. Du coup, bon, c'était important de connaître la définition. Alors, elle nous a été apportée par une psychiatre connue aujourd'hui qui s'appelle Marie-France Irigoyen à la fin des années 90. Donc, elle a été la première en France, en fait, à, on va dire, mettre les pieds dans le plat et à parler de harcèlement au travail. C'est quand même un sujet très tabou dans les entreprises jusqu'alors. Et elle a été la première à nous donner la définition que je vais vous donner. Et ce qui est intéressant, en tout cas, c'est que à partir de ce moment-là, cette définition qui était d'ordre psychiatrique est devenue très rapidement par une loi dans le Code du travail qui est arrivée à peu près de 3 ou 4 ans après, est devenue en fait une définition juridique. Donc, ce que je voudrais vous montrer, c'est les deux définitions. Donc, je vous ai apporté quelques petites slides justement que je voulais vous montrer pour vous montrer vraiment les deux définitions. Et vous allez voir que c'est à peu près les mêmes et que finalement, dans le monde psy comme dans le monde du droit, eh bien, on s'est mis d'accord quand on parle de harcèlement pour dire vraiment ce que c'est. Voilà, donc je vais vous montrer cette définition qui est celle donc de Marie-France Irigoyen. Donc, qu'est-ce que c'est que le harcèlement moral au travail? Donc, je voudrais vous la lire, mais surtout vous la commenter parce que chaque mot est vraiment important. Donc, elle parle de conduite abusive. Alors, dans conduite abusive, vous voyez que ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être des gestes, ça peut être des paroles, des comportements, des attitudes. Par exemple, je ne sais pas moi, lever les yeux au ciel quand quelqu'un vous parle, mais de manière répétitive, ça peut être un comportement abusif, vous voyez. Donc, ce sont des comportements déjà qui, pris isolément, ne veulent pas dire grand-chose. C'est-à-dire, ce ne sont pas des comportements très voyants. Ce ne sont pas des comportements francs et massifs. Ce sont des comportements plutôt insidieux, en fait. Donc, déjà, ça, c'est le début de la définition. Donc, ces comportements portent atteinte, donc ces conduites abusives portent atteinte par leur répétition ou leur systématisation. Donc, la notion de répétition, c'est important. Un acte isolé, ce n'est pas du harcèlement. Donc, ça porte atteinte à la dignité ou à l'intégrité psychique ou physique d'une personne et mettant en péril l'emploi de celle-ci ou dégradant le climat de travail. Vous voyez que vraiment, on est dans une définition très importante et en fin de compte, ce qui caractérise vraiment le harcèlement, ce sont ces deux choses.
des actes qui n'ont pas l'air forcément très forts comme ça, pris isolément, et puis la répétition. C'est-à-dire que la notion de répétitivité, elle est centrale dans la notion de harcèlement, puisqu'un acte unique, ça peut être un acte très désagréable, quelqu'un, je ne sais pas moi, qui pourrait avoir un accès de violence envers une autre personne, c'est pas du harcèlement si c'est un acte unique. Le harcèlement, c'est vraiment répétitif. Donc ça, c'est la première définition, on va dire, psychiatrique. Et voici celle du Code du travail. Vous allez voir, c'est quasiment la même, qui dit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Vous voyez qu'on retrouve quasiment la même chose dans le Code du travail. Et le Code pénal également donne la même définition que le Code du travail, puisque en fait, il y a deux juridictions qui s'occupent du harcèlement. Soit la personne décide d'aller au prud'homme, voilà, pour obtenir des dommages et intérêts, soit elle va décider d'aller au pénal, c'est-à-dire d'obtenir la condamnation du harceleur. Ce sont deux démarches différentes. Elles peuvent être conjointes d'ailleurs, mais tout dépend de l'intention de la personne qui veut obtenir réparation. Et en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, le harcèlement est un délit reconnu par la loi comme tel et que la peine encourue est de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Voilà un petit peu pour répondre à ta question, Astrid, sur la définition. Donc, ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est pris à la légère. En tout cas, même si les actes, comme tu les as mentionnés, peuvent être insignifiants pris isolément, une personne qui lève les yeux quand on lui parle, on n'imagine pas immédiatement qu'il puisse y avoir des poursuites ou quoi que ce soit, mais c'est dans la répétition, et ce que j'ai entendu dans ce que tu as dit, dans les conséquences que peuvent avoir à moyen long terme ces agissements que se retrouve la définition du harcèlement moral. Voilà, et c'est ce qui est le plus important au niveau juridique. Quand on veut prouver le harcèlement, on le prouve par ses conséquences. Voilà. Alors ça, c'est un autre domaine très intéressant à réfléchir parce que les personnes qui subissent cela ont beaucoup de mal à le prouver. C'est-à-dire que quand il s'agit de quelqu'un qui ne vous dit pas bonjour le matin, quelqu'un qui ne vous convie pas à une réunion, etc. Enfin bon, plein de petits actes isolés comme ça qui sont pris vraiment en isolément, pas si significatifs que ça, c'est très compliqué de prouver que tout ça, mis bout à bout, finit par avoir vraiment des conséquences graves sur la santé, etc. Tu viens de nous citer d'ailleurs quelques exemples, là, spontanément, de ce qui pourrait être des actes de harcèlement. Est-ce que tu as encore d'autres exemples de façon très caractéristique? Qu'est-ce que tu retrouves dans les histoires des personnes que tu accompagnes aujourd'hui? Alors, ce qu'on retrouve, c'est souvent un scénario qui commence par des petites blagues, des choses pas très significatives. Par exemple, je sais pas moi, se moquer du nom de famille d'une personne. Ça peut être des choses vraiment un peu bêtes comme ça. Ça peut commencer par des petites choses, de l'ironie, etc. Ça peut déboucher sur un conflit. Et quand ça comment dire ça, quand ça se chronicise, alors de fil en aiguille, le harceleur va user de plus en plus de stratégies pour déstabiliser la personne et pour faire en sorte que son estime de soi se dégrade, qu'elle commence à se poser plein de questions sur elle. Et finalement, ça finit par prendre des proportions. Mais la réponse, elle a été donnée aussi à cette question, elle a été donnée également par un chercheur suédois qui est très connu également, qui a été un petit peu précurseur, lui, en Europe, puisque avant Marie-France Irigoyen, dont je vous parlais, lui, il était 5 ans avant déjà en train de publier sur ce sujet. Et je vais vous montrer exactement ce qu'il dit, parce qu'il donne vraiment les points les plus importants sur ce sujet. Je vais vous les montrer. Il parle de mobbing. Alors, mobbing, c'est le mot anglais, anglo-saxon pour dire la même chose. Harcèlement, c'est mobbing, c'est à peu près c'est à peu près la même signification. Il parle de manipulation. On en parlera. On verra que la manipulation, elle est vraiment centrale dans le harcèlement. Mais voilà un petit peu pour répondre à cette question. Voilà un petit peu
les actes les plus significatifs qui sont vraiment repérés comme harcèlement. Donc, les comportements désobligeants, les entrées douteuses, ouais, c'est un peu ce dont je parlais tout à l'heure, les vexations répétitives, ça peut être encore pire que ça, des critiques malveillantes, des remarques désagréables, des injures, ça peut aller jusqu'aux injures évidemment, et des agressions verbales. C'est rarement des agressions physiques, hein, parce que ça se voit trop, c'est beaucoup trop voyant, donc évidemment, voilà. Mais en général, quand ce sont des agressions verbales, en tout cas ce genre de comportement, c'est souvent fait sans témoin. C'est-à-dire que c'est compliqué aussi pour les victimes d'en parler parce que le harceleur, il n'est pas fou, il fait ça souvent au moment où il n'y a pas forcément de personnes autour. Quoique, hein, ce n'est pas vrai à 100%, il y en a qui ne se gênent pas pour harceler publiquement, mais la plupart du temps, c'est quand même compliqué et ça se fait de manière assez difficile à repérer par l'entourage, en tout cas. Donc, voilà à peu près les principaux comportements. Du coup, tu dis c'est parfois difficile à repérer pour l'entourage ou pour la personne. Comment est-ce qu'on fait la différence entre un conflit qu'on a avec quelqu'un qui se répéterait parce qu'on se retrouve au travail ensemble, donc bon, si on n'est pas d'accord sur les choses de fond, ça se répète et c'est un conflit, j'ai envie de dire, normal, même s'il peut être douloureux, et une situation de harcèlement? Alors, ce qui différencie vraiment le conflit, la grosse différence, c'est que les deux parties sont conscientes de la même manière de ce qui se passe. C'est-à-dire, si je suis en conflit avec un collègue, je sais que je suis en conflit avec lui, il sait qu'il est en conflit avec moi, on connaît l'objet du conflit, il est en général précis, il est su des deux parties, et il y a quelque chose de symétrique dans le conflit. C'est-à-dire qu'on est tous les deux au courant de ce qui se passe. Et on peut tous les deux dire, voilà ce qui se passe et voilà pourquoi on n'est pas d'accord et voilà pourquoi on est en conflit. Quand il s'agit de harcèlement, il y a une personne qui cherche à avoir du pouvoir sur l'autre. C'est complètement différent. C'est-à-dire que la personne harcelée, surtout au début, ne comprend rien de ce qui se passe, n'est limite pas au courant qu'il se passe quelque chose. Elle va juste se sentir mal, elle va se sentir coupable, elle va se demander ce qui se passe, mais elle va pas être consciente. Donc, il y a une relation dominant-dominé qu'il y a beaucoup plus dans le harcèlement que dans le conflit. Donc, le conflit, c'est plus ouvert, on va dire, alors que le harcèlement, c'est occulte. D'accord. Voilà. Donc, c'est beaucoup plus difficile de se défendre du harcèlement que du conflit. Parce que si je suis en conflit avec quelqu'un, je sais ce qu'il me reproche, je sais l'objet du conflit, c'est beaucoup plus facile de se défendre quand on est au courant de ce qui se passe. Est-ce que du coup, on pourrait dire que quand on est en conflit, on peut avoir recours à un médiateur, que ce soit en interne, un collègue ou en externe, qui nous aide à résoudre le sujet du conflit, alors que dans le harcèlement, ce n'est pas le sujet, le problème en fait. Exactement. Dans le harcèlement, tout est flou. On ne sait pas de quoi on parle. Donc, c'est compliqué de faire intervenir un médiateur. De toute façon, le médiateur, généralement, quand il intervient dans le harcèlement, il est lui-même manipulé par le harceleur. Donc, ça se passe souvent très mal. Ça débouche rarement la médiation dans le harcèlement. Donc voilà, le conflit, ça se résout. Et il y a aussi quand même une grande différence. C'est que, en général, quand on est en conflit avec quelqu'un, on ne demande qu'à sortir du conflit. Les deux parties veulent en sortir. On n'aime pas être en conflit, c'est pas agréable, hein. C'est pas une situation agréable. Donc, généralement, on va essayer quand même de trouver une solution. Ça marche pas toujours, mais on va essayer. Quand vous interrogez un harceleur et que vous lui demandez mais qu'est-ce qui va pas, il va vous dire que non, tout va bien en fait. Donc, il ne va pas reconnaître qu'il y a un conflit ou qu'il y a un problème. Il va vous dire que c'est l'autre qui, je ne sais pas quoi, se fait des idées, que c'est l'autre qui peut-être est trop anxieux ou qu'il n'est pas bien psychologiquement et que voilà. Le harceleur va avoir toujours tendance à faire ce qu'on appelle en psychologie des attributions externes, c'est-à-dire c'est toujours la faute de l'autre. C'est toujours l'autre qui ne va pas. C'est jamais lui. Il ne se remet jamais en question. Dans un conflit, non, on peut dire que chacun y est pour quelque chose et qu'en général, on cherche à résoudre. C'est vraiment, vous voyez, Ouais. c'est vraiment très, très Bien différent. voir la différence, en tout cas, cette Ouais. explication-là.
Pour continuer sur cette idée de voir la différence, l'autre dimension que j'ai lue d'ailleurs dans le livre, tu distingues le stress professionnel qui mène au burn-out et le stress traumatique qui, lui, est lié au harcèlement. Est-ce que tu peux nous expliquer cette différence entre les deux? Alors, quand on subit du stress professionnel, on subit une forme de pression très forte. Et on sait que le stress, c'est adaptatif, c'est-à-dire que le stress, ça sert à faire face à toutes les exigences de l'environnement. En fait, grâce au stress, on est performant. Et on parle d'hyperstress quand nos capacités d'adaptation sont dépassées. Quand on n'arrive plus à faire face, là, on va être en hyperstress, c'est-à-dire qu'on va tirer sur la corde, notamment sur nos glandes surrénales qui vont fournir tout un tas d'hormones chimiques comme le cortisol, l'adrénaline, noradrénaline, sont ce qu'on appelle des catécholamines. Le corps donc fournit de l'énergie pour faire face. Et le burn-out survient finalement, quand nos capacités d'adaptation physiologiques et psychologiques sont dépassées. C'est-à-dire que le corps et l'esprit ne peuvent plus. Et ça, c'est le burn-out. C'est un épuisement psychique et physique. Le stress traumatique, c'est plutôt une conséquence du harcèlement. Donc, le burn-out, c'est plutôt une conséquence du stress, de l'hyperstress. Le stress traumatique, c'est une conséquence du harcèlement. C'est-à-dire qu'en fait, dans le harcèlement, non seulement on peut avoir comme conséquence un burn-out, parce que si on est avec un manager, par exemple, complètement obsessionnel, qui va venir vous corriger le moindre truc pour un oui ou pour un non et qui n'est jamais satisfait, et qui vous demande toujours de recommencer et ça n'a pas de fin, qui va vous obliger à travailler jour et nuit. À ce moment-là, en effet, vous allez vous retrouver en hyperstress parce qu'avec une charge de travail énorme et des conséquences de burn-out. Mais en plus de cela, ce qu'il va y avoir, qu'il n'y a pas dans le stress, et qui est vraiment la grosse différence, c'est les conséquences traumatiques. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que les personnes qui vivaient un harcèlement avaient, quand le harcèlement dure trop longtemps, vraiment, ça c'est quand c'est chronique, quand ça dure des mois et des mois ou des années, des conséquences donc d'ordre traumatique. C'est-à-dire qu'on va avoir un tableau clinique de psychotraumatisme où les personnes vont commencer à faire des cauchemars, à être hyper vigilant tout le temps avec l'impression qu'il va toujours se passer une catastrophe, à va avoir le système neurovégétatif activé tout le temps, c'est-à-dire sursauter pour un oui ou pour un non, devenir irritable, nerveux, etc. Ne jamais pouvoir se reposer et avoir tout le temps en tête le scénario catastrophe du harcèlement. C'est-à-dire que le harcèlement, il prend le contrôle du cerveau de la personne d'une certaine manière et la personne, même en vacances, elle ne se repose pas quand elle est sous l'emprise d'un harceleur parce qu'elle sait que quand elle va rentrer, elle va le retrouver. Alors que quand on part en vacances et qu'on est stressé, on déstresse en vacances. On prend 3 semaines de vacances, ça va mieux. On prend 3 semaines de vacances avec un harceleur qu'on va retrouver au bout du compte, on ne se repose pas. Donc, c'est toute la différence entre le burn-out, où là, on va récupérer, ça va mettre du temps, mais on va récupérer, et le stress traumatique, où là, on va peut-être récupérer si on a la chance de tomber sur un thérapeute qui sait prendre en charge cette souffrance-là, et si on a la résilience nécessaire pour y arriver, mais pas sûr. Et c'est pas le même travail pour les thérapeutes également que de réparer le stress ou de réparer le harcèlement. Donc voilà, donc les conséquences sont pas le même travail. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus? Alors, le but, c'est pas d'être technique, mais c'est juste pour avoir une idée de ce que ça veut dire. Comment est-ce qu'on remonte la pente quand on a vécu un harcèlement d'après toi, oui, voilà, comment on fait? C'est tout un travail, on va dire, par étapes. C'est un peu comme récupérer d'un burn-out, ça se fait par étapes. Là aussi, ça se fait par étapes. Déjà, la première étape, ça va être de comprendre ce qui s'est passé. Autrement dit, de mettre des mots sur ce qui s'est passé. Donc ça, c'est le travail du thérapeute que de faire parler évidemment la personne à qui c'est arrivé, comprendre à fond comment le scénario s'est mis en place. Je pourrais vous parler de la manière dont ça se met en place si vous voulez, parce que c'est important. Et en tout cas, de faire de la psychoéducation avec les patients et leur dire, voilà ce qui vous est arrivé. Cette chose-là, ça peut arriver à n'importe qui. Comme la manipulation se trouve au centre du harcèlement, eh bien, vous n'avez pas vu venir le truc. Vous n'avez pas pu vous défendre à temps parce que vous n'avez pas vu venir le truc.
À moins d'être très méfiant et de se méfier de tout le monde, en général, on accorde notre confiance aux gens. Et dans le monde du travail, on est là pour travailler en équipe en général. On est là pour s'entraider, on n'est pas là pour se méfier les uns des autres. Donc, la plupart des gens à qui ça arrive ne se rendent pas compte au départ de ce qui se passe. Ils mettent parfois très longtemps à comprendre ce qui se passe. Et parfois, ils ne comprennent ce qui se passe que justement quand le thérapeute discute et analyse avec eux la chose. Et donc, la première étape, ça va être la compréhension du phénomène, mettre des mots et déculpabiliser surtout parce que c'est la faute de personne, sauf la faute du harceleur, bien sûr, mais c'est pas la faute de la victime, évidemment, ce qui lui arrive. La deuxième étape, ça va être de traiter la composante dépressive parce qu'on va la retrouver quand même aussi dans le harcèlement, tout comme dans le burn-out. On va quand même en général avoir des gens qui sont en dépression, qui ont aussi un tableau anxieux. Donc, on va traiter les aspects dépressifs, les aspects anxieux. Parfois, on aura besoin d'un traitement médicamenteux pour nous aider également à renforcer le travail thérapeutique. Donc, déjà, faire que la personne récupère par rapport à tout ça. On va faire tout un travail sur l'estime de soi pour que les gens se rendent compte profondément que justement, elles sont des personnes qui vont un jour retourner travailler, peut-être dans d'autres circonstances, mais en tout cas, qu'elles ont des compétences, qu'elles pourront retrouver travailler, parce que les gens qui ont subi ça pensent qu'elles n'ont plus de compétences, qu'elles ne savent rien faire, qu'elles ne sont plus aptes à travailler, etc. Donc, récupérer ce sentiment de compétence et restaurer l'estime de soi, ça va être la suite du travail. Et enfin, quand il y a du trauma, ça va être de soigner le psychotrauma. Et là-dessus, il y a pas mal de techniques qui permettent de faire ça, comme le MDR, par exemple, qui est très connu en thérapie, une technique de l'EMDR qui cible bien le trauma, ou d'autres techniques qu'on utilise, nous aussi, en thérapie, où le but, ça va être d'aider le patient à, on va dire, cicatriser, digérer émotionnellement tout ce qui a pu se passer pendant toute cette période de harcèlement, pour que le souvenir reste juste un souvenir, mais que le souvenir n'ait plus d'émotions négatives. C'est-à-dire, on est guéri quand on y repense en se disant, OK, c'est un mauvais souvenir, mais ça ne m'empêche pas d'avancer. Ça ne m'empêche pas de vivre correctement, normalement, et d'avancer et de me projeter dans le futur. C'est ça. Donc, c'est quand même un processus assez long, hein, le travail qu'on fait avec les patients. Et d'ailleurs, je te remercie d'expliquer tout ce processus et tu nous l'as proposé au début. Effectivement, quel est le processus qui fait qu'on se retrouve pris dans cet engrenage? Qu'est-ce qui se passe petit à petit? Alors, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que les harceleurs n'ont pas beaucoup d'imagination parce que le process est toujours le même. Ça commence. Alors là, bien sûr, on parle du monde du travail, mais sachez que c'est la même chose dans la vie privée. C'est exactement le même process. Donc, à quelques petites nuances près, parce que le contexte est différent, mais c'est à peu près le même process. Ce sont les mêmes harceleurs qui sévissent un peu partout. Donc, ça commence en général par une phase qui est souvent de la séduction. Alors, dans environ 80% des cas, ça commence plutôt bien. C'est-à-dire que la relation se noue. Si par exemple il s'agit d'un manager qui harcèle, hein, je parlerai des managers parce que, on va dire, dans un cas sur deux, c'est le cas. C'est ce qu'on appelle le harcèlement vertical descendant, donc du N+1 vers le N-1. Quand c'est un manager qui est le harceleur, ça commence souvent par une période assez sympa, voire très sympa, voire presque un conte de fées parfois, où on va tomber sur le manager idéal, très charismatique, dans l'écoute, dans l'empathie, qui va venir rendre service, qui va accueillir la personne à bras ouverts, extrêmement sympathique, etc. Ça, c'est la période de grâce, on va dire, qui ne dure pas très longtemps, qui existe dans 80% des cas. Dans les 20% qui restent, la première période, ce serait une période, c'est une phase d'accroche, c'est une phase où ça va mal se passer d'emblée. C'est-à-dire que ça peut commencer par tu as mal fait quelque chose et je t'en voudrais tant que tu seras là. Ça peut commencer comme ça. Donc, ça peut commencer par de l'agressivité, en fait. Mais la plupart du temps, ça commence plutôt par de la séduction. Et dans la vie privée, dans la relation amoureuse, alors là, la plupart du temps, c'est comme ça. Ça commence par de la séduction. Là, je voudrais vous donner un petit conseil là-dessus parce que c'est détectable, en fait, déjà.
Et la plupart des gens à qui ça arrive, évidemment, ne le voient pas, mais une fois qu'on le sait, on sait que c'est détectable. Il faut se dire que le harceleur, en phase de séduction, n'est pas vraiment sympa. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui a des intentions sympathiques. Ce n'est pas quelqu'un qui veut le bien de l'autre. Or, comme il veut nouer une relation d'emprise, il va jouer la sympathie. Il va même la surjouer. Autrement dit, quand on décortique, évidemment, a posteriori ce comportement-là, on voit qu'il y a des choses pas tout à fait normales. Une personne sympathique, elle est sympathique, elle vous accueille gentiment, ok, mais elle n'en fait pas des tonnes. Alors que là, la voix, elle est mielleuse, il en fait vraiment beaucoup trop, il surjoue vraiment la gentillesse, la bienveillance. Et il y a un petit détail qui ne se trompe pas, c'est les yeux. C'est que la personne qui sourit ne sourit pas avec les yeux. Et ça, c'est quelque chose de très, très, très caractéristique. Et quand j'en parle avec mes patients, ils me disent, mais oui, mais c'est vrai, quand je revois son visage au début, c'était bizarre, il avait une drôle d'expression au niveau du visage parce qu'effectivement, je voyais bien qu'il y avait un truc qui clochait, mais je ne savais pas trop quoi. Et en réalité, il y a une explication qui est que quand vous souriez à quelqu'un et que vous êtes content de cette personne, vos yeux sourient. Pourquoi? Parce que au niveau de l'œil, là, il y a un petit muscle qui s'appelle l'orbiculaire qui se contracte lorsque vous éprouvez une émotion positive. Donc, si vous êtes content, vos yeux sourient. Si vous êtes un harceleur qui ne veut que manipuler et qui ne veut pas du tout le bien de l'autre, c'est pas possible de faire contracter ce muscle. Parce que c'est pas un muscle volontaire, ce muscle-là, en fait. D'accord? Donc, c'est pour ça que les harceleurs, il faut les regarder droit dans les yeux. Et quand on détecte quelqu'un de trop gentil, faites attention, regardez leurs yeux. Alors, il ne s'agit pas de devenir parano et de voir des harceleurs partout. Attention, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse. Mais n'empêche que il y a quand même ces critères-là dans la phase de... On trouvera peut-être aussi juste les gens polis qui sourient alors qu'ils ne vont pas bien, mais qui ont décidé d'être polis. Non, je ne sais pas, est-ce que... À ce moment-là, oui, bien sûr. Mais dans ces cas-là, ça ne sera peut-être pas forcément à ce point répétitif. Et puis, il y a un autre signe aussi que je voudrais vous dire, qui est super important, mais ça qui est chez la personne qui vit ça, et non pas chez le harceleur, c'est que dès la phase de séduction, vous allez vous sentir mal, mais inconsciemment mal. C'est-à-dire, c'est toujours pareil, c'est quand vous refaites le film à l'envers, vous vous dites, mais oui, mais c'est vrai, le matin, quand j'arrivais au boulot, j'avais quand même une petite boule dans le ventre. Quand je parlais avec cette personne, j'étais quand même pas 100% à l'aise. Il y avait un truc qui n'allait pas, il y avait un truc qui clochait. Sauf que on en prend conscience souvent a posteriori, c'est-à-dire qu'on est dedans, on ne sait pas trop ce qui se passe, on n'analyse pas de cette manière-là. Mais voilà, je vous donne ces éléments-là pour que voilà, vous puissiez analyser en tout cas. Si jamais ça vous est arrivé, peut-être que vous avez vécu ça, ce serait intéressant que vous nous le disiez dans le chat. Et si jamais un jour vous tombez sur quelqu'un comme ça, bah, peut-être que ça vous fera tilt et que vous direz, il y a un truc. En tout cas, les yeux qui sourient pas, un petit sentiment inconfortable, un petit sentiment pas tout à fait, vous n'êtes pas à l'aise, pas comme avec les autres personnes, vous sentez que quelque chose ne tourne pas rond, c'est qu'en fait, votre cerveau émotionnel est déjà en train de vous donner des signaux. Il est déjà en train de vous dire attention au danger. Et notamment votre cerveau émotionnel, mais aussi votre cerveau rectilien, encore plus archaïque que le cerveau émotionnel, c'est le cerveau de la survie. Il est déjà, lui, au courant qu'il se passe quelque chose de dangereux. D'accord? Donc, c'est pour ça que vous avez mal au ventre, c'est pour ça que vous avez des insomnies qui commencent, c'est pour ça qu'il y a des signaux physiologiques. Mais dès le début, quand on y pense, quand on refait le film. Donc ça, c'est la première phase. Et du coup, ce que j'entends dans ce que tu dis sur cette première phase, c'est que quelque part, si on est à l'écoute de soi, de son intuition, on a le signal à l'intérieur qu'il y a quelque chose d'anormal dans cette relation et qu'on devrait se méfier. Absolument. Il faut savoir que notre instinct de survie, il est opérationnel dès notre naissance. Hein. Donc voilà, il est tout le temps là pour nous. C'est un petit ange gardien qui est là pour nous, qui nous dit quand quelque chose ne va pas, il nous le dit. Sauf que on l'écoute ou on l'écoute pas, en fait. Et comme dans le harcèlement, il y a de la manipulation, comme on disait tout à l'heure. Il y a beaucoup de manipulation, et notamment là, cette phase d'accroche, c'est de la manipulation. C'est de la fausse séduction. Bah, c'est pour ça qu'on n'écoute pas toujours ces signaux-là, parce que voilà, tout est fait pour tromper le cerveau. Donc voilà, ça c'est vraiment
c'est vraiment important à savoir parce que finalement, si dès la phase de séduction, on arrive à court-circuiter le phénomène et pas rentrer dans l'emprise, c'est beaucoup plus facile à ce stade-là que quand on est rentré dedans des mois et des mois ou des années. C'est beaucoup plus facile de couper court à ce moment-là. Donc, tu ça, me c'est disais la phase 1, c'est séduction. Et du coup, la phase 2? La phase 2, c'est la déstabilisation. C'est-à-dire qu'il va y avoir un avant et un après. Il va y avoir un point de rupture, un moment où tout va se dégrader. Et dans le monde du travail, c'est clair et net. Quand est-ce que ça se dégrade? C'est au moment où le harceleur, futur harceleur, sait que la personne ne peut plus se dégager. Elle est engagée dans la relation. Donc, ça peut être la fin d'une période d'essai. Donc, la personne, elle est en CDI, elle ne va pas changer de boulot facilement, etc. Ça peut être ça. Ça peut être aussi le début d'une mission longue dans laquelle on va être avec la personne en question un peu en binôme pour travailler, etc. Et donc, ça va être le début d'une grande aventure professionnelle. Ça peut être un engagement aussi. Ça peut être aussi au moment d'une promotion professionnelle. C'est-à-dire, je te donne une promotion et donc tu vas le payer en échange, évidemment. Donc, la promotion, ça peut être la phase de séduction et puis après, ben, ça se dégrade. Voilà, dans le couple, c'est le moment où il y a le premier enfant qui naît. Hein. Ça, c'est même pas le mariage, parce que le mariage, c'est pas tout à fait un engagement. Enfin, c'est un engagement, mais moins qu'un enfant qui vient au monde. Donc, dès lors que on est engagé, vous pouvez être sûr que le harceleur sait que la personne, elle est un peu déjà dans le système. Et donc là, il va montrer son vrai visage. Et donc, la phase de déstabilisation, alors là, il y a une trentaine de critères. J'en parle dans mon livre, hein, je détaille à fond, mais je vais vous en donner quelques exemples. Ça va être tout ce qui est souffler le chaud et le froid. Alors, un jour, il est adorable, le lendemain, il est exécrable, ou de la même journée, hein, le matin, sympa, et l'après-midi, pas sympa. Ça peut être l'isolement. Ça, c'est très, très répandu dans le monde du travail, c'est-à-dire que le harceleur cherche à isoler la victime pour justement l'isoler de ses collègues, l'isoler pour qu'elle puisse plus se défendre, en fait. Moi, j'ai vu des managers empêcher des collaborateurs qui s'entendaient bien d'aller déjeuner ensemble, par exemple, à midi, parce que bah, comme ça, ils ne se voyaient plus, vous voyez, ou de ne pas accorder les mêmes horaires de pause, etc. Donc, isoler. Ça peut être aussi monter les gens les uns contre les autres. Ça peut être faire courir des rumeurs sur la personne. Ça peut être également ne pas lui donner d'informations, ne pas lui donner toutes les informations dont elle a besoin. Donc forcément, comme elle n'a pas toutes les informations, elle va se planter et donc on va pouvoir ensuite lui reprocher de s'être plantée. Ça peut être quoi d'autre encore, dénigrer la personne, mais de manière subtile, en réunion, devant les autres, etc., pour la déstabiliser. Ça peut être ne pas l'informer des réunions, ne pas la convier. Enfin voilà, tout un tas de comportements déstabilisants où, à ce moment-là, ce qui va se passer pour la victime, c'est qu'elle va commencer à se dire, mais qu'est-ce que j'ai pu faire pour en arriver là? Elle va avoir tendance à se culpabiliser et à se poser tout un tas de questions pour se dire, mais j'ai dû faire quelque chose, est-ce que c'est pas possible? Mais ça, c'est vraiment déjà un signe d'emprise parce que bah, la personne n'a pas conscience du fait qu'elle est en train de subir quelque chose qui n'a rien à voir avec elle et qui est juste le fait qu'elle est en train de subir de la manipulation d'une personne mal intentionnée. Et donc, la troisième phase, c'est la phase de destruction. C'est le moment où justement la personne tombe malade. C'est le moment où elle va plus être capable d'aller travailler, où elle va voilà, se retrouver en arrêt de travail. Et c'est le moment en général, évidemment, où nous, les psychologues, on prend les gens en charge. Souvent, quand ils viennent nous voir avant, on les aide à sortir de là, mais très souvent, malheureusement, ils viennent nous voir que lors de cette phase 3 et où ils sont déjà bien affectés, et, soit en burn-out, soit aussi en burn-out et en stress traumatique, et en tout cas, en général, fortement déprimés. Et donc, ça, c'est la phase de ce que j'appelle destruction. C'est, voilà, il aura rempli son œuvre jusqu'au bout. Et donc, voilà. Donc, l'idée, c'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin, c'était pour aider les gens à essayer de couper court, quoi, le plus tôt possible. Imaginons qu'il y ait des personnes qui soient là, qui voient cette vidéo, qui se disent, mais je me reconnais. Ils ne sont pas encore en arrêt de travail. Je dis pas encore, on espère qu'ils ne le seront pas.
Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire à ce moment-là pour arrêter le système qui s'est mis en place? Alors, première chose à faire, ne pas rester seul. C'est-à-dire que l'une des principales stratégies du harceleur, donc, c'est d'isoler, comme on disait. Donc, il faut faire du contre-isolement. C'est-à-dire que il faut pouvoir se faire aider de toute manière possible. Alors, il y a plein de façons de se faire aider. Soit on a dans l'entreprise un ou une collègue sympa dans lequel on a confiance et à qui parler, parce que tout simplement, ne pas rester tout seul dans son coin, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Donc, déjà, en parler autour de soi. Donc, voir s'il y a des collègues qui ont remarqué la même chose, peut-être qu'ils subissent la même chose, qui peuvent, en tout cas, déjà être d'une sorte de support psychologique important. Donc, ça, c'est quelque chose d'important parce que ce qui se passe dans la réalité, c'est pas ça. C'est que les personnes qui subissent un harcèlement, souvent, elles ont tendance aussi elles-mêmes à s'isoler d'elles-mêmes parce que elles ont un peu honte de ce qui leur arrive. Elles se sentent, comme l'estime de soi est en train de se dégrader, elles se sentent nulles, elles se sentent incompétentes, elles se sentent pas à la hauteur, etc. Donc, elles n'ont pas tendance à vouloir se faire aider parce qu'elles ont honte. Donc, quand on a honte, on se replie sur soi. Donc là, déjà, la première chose, c'est de ne pas avoir honte, d'une part, parce qu'il n'y a pas de honte à avoir. C'est le harceleur qui devrait avoir honte de se comporter comme ça et pas la victime. Et donc, de commencer à en parler autour de soi, à dire, écoute, voilà, moi, je vois ça. Ce qui est intéressant quand on en parle, c'est d'en parler de manière factuelle. De dire, bah, ce matin, un tel, il était dans mon bureau, il m'a dit noir. Tout à l'heure, en réunion, tu as vu, il a dit blanc. Qu'est-ce que tu en penses? Vous voyez, des choses comme ça, concrètes. La réunion qui a eu lieu mardi après-midi, il a mis en copie tout le monde en mail, sauf moi. Pourquoi je n'ai pas été invitée? Etc., etc. Vous voyez? Donc, de donner des arguments précis aux personnes de confiance. Attention, hein, il faut se méfier, aux personnes de confiance qui gravitent autour. Donc, le premier conseil, c'est vraiment de ne pas s'isoler. Si dans l'entreprise, on en est à un tel point qu'on a confiance en personne, ça arrive. Pourquoi? Parce que le harceleur, qui est quelqu'un généralement d'assez charismatique, il a aussi le don pour s'entourer de tas de gens. C'est-à-dire il a toujours une cour autour de lui qui gravite. Une cour de gens eux-mêmes manipulés, mais pas harcelés. Ils sont manipulés sous la forme de la séduction, parce que le harceleur lui-même, il se protège de tout un tas de gens autour. Et donc, si on est tout seul face à une espèce de système comme ça qui fonctionne, c'est compliqué dans l'entreprise de trouver du renfort. Alors, ça dépend de la taille de l'entreprise en même temps, parce que si on est dans une grande entreprise de plus de 50 salariés, ben, il y a quand même des instances, il y a un CHSCT qui s'occupe de la santé au travail, il y a des syndicats, etc. Ils sont là pour ça. Normalement, quand on est victime d'un problème, on doit alerter. Donc, CHSCT, délégué du personnel, c'est leur job. D'accord. Donc, on mener une enquête. Ces instances-là, ils sont là pour écouter et nous protéger. Et mener une enquête. S'ils font leur boulot, ils mènent une enquête. C'est-à-dire qu'ils vont faire venir normalement un cabinet extérieur qui va venir auditer un peu dans l'entreprise pour comprendre ce qui se passe. Donc, voilà, les entreprises qui prennent leurs responsabilités le font. Pas toutes. Mais voilà. Ce qui est important dans ce que tu as dit au départ de la définition, c'est qu'il faut se sentir le courage d'aller en parler, alors que les éléments qu'on va apporter semblent insignifiants, mais c'est la répétition de ces éléments, même insignifiants, parce qu'on pourrait se dire, bon, je ne vais pas oser aller, je ne sais pas, en parler au syndicat ou demander une enquête, alors que j'ai l'impression de ne pas avoir de matière. Oui, c'est pour ça qu'il faut essayer de récupérer quelques matières quand même. C'est-à-dire des copies d'agenda qui montrent qu'on n'a pas été convié en réunion. Ça peut être un post-it sur un bureau collé avec un petit mot pas très sympa. Il faut le garder, faut tout garder. Si jamais un jour on fait appel à un avocat, l'avocat il va avoir besoin de preuves aussi. Donc c'est un peu malheureux de dire ça. J'aime pas dire ça, mais je le dis quand même parce qu'il faut. Il faut devenir un peu procédurier quand on sent qu'on vit quelque chose comme ça dans l'entreprise.
Même si en général, les victimes ne sont pas des gens procéduriers. C'est rare ça. Mais il n'empêche qu'il vaut mieux le devenir parce que si on veut se défendre un jour, ça peut rendre service. Donc, gardez des preuves, gardez des mails. N'hésitez pas, hein, vos mails vous appartiennent. Hein, on n'a pas le droit de détourner de l'entreprise des documents de l'entreprise, mais par contre, ce qui est à vous est à vous. Si vous recevez un mail sur votre boîte pro, qui est un mail qui pourrait servir de preuve, bah, envoyez-le vous, ce mail, sur votre boîte perso et garde-le. Parce que le jour où vous êtes, si jamais vous n'êtes plus au travail parce que vous êtes malade, il se peut que quand vous reveniez, votre boîte mail, vous ne la retrouviez pas. Ça arrive. Hein. Donc, il vaut mieux garder toutes les preuves qu'on a et les mettre quelque part en sécurité sur un disque dur externe, chez soi, quelque part. Il faut se l'envoyer par mail pour avoir les preuves. Donc, en tout cas, c'est ça déjà. Et puis également, dans ce premier point qui est de ne pas s'isoler, il faut aussi pouvoir alerter, mais à l'extérieur du travail. C'est-à-dire, par exemple, le médecin traitant. C'est pas mal de lui en parler aussi parce qu'il peut aider. Certains médecins sont très sensibilisés à ces questions-là. Moi, je travaille avec beaucoup de médecins généralistes qui m'envoient des patients et on travaille ensemble. Ils sont très sensibilisés à ça. Hein, donc, il ne faut pas hésiter à en parler à votre médecin traitant. Éventuellement médecin du travail, mais je sais que c'est compliqué la médecine du travail parce que les salariés n'ont pas toujours confiance dans la médecine du travail. C'est parfois difficile pour eux de faire la démarche. Mais bon, en tout cas, le médecin traitant, lui, il est neutre. Il faut en parler à son entourage personnel, hein, à ses amis, à son conjoint, si on peut, parce que on se sent soutenu, c'est important. Il y a quand même un risque suicidaire chez les personnes qui subissent ça, et on sait que les personnes qui ont un soutien social, un support social ou familial, eh bien, ont moins de risques de suicide. Donc, c'est important le support social. Donc, en gros, le premier conseil, c'est de ne pas rester isolé à tous les sens du terme, c'est-à-dire dans l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise. Le deuxième conseil, c'est de survivre en milieu hostile. Alors, en général, les personnes qui subissent du harcèlement, quand elles viennent me voir et qu'elles sont encore dans l'entreprise, elles ne veulent pas se mettre en arrêt de travail. Pourquoi? Parce que d'abord, elles aiment leur travail en général et elles trouveraient que ça serait une punition d'être en arrêt de travail. Et en plus, elles sentent bien que ce n'est pas une solution, que quand elles reviendront, ça sera pire. Et puis en plus, elles sentent bien que si jamais elles s'arrêtent, elles risquent de s'écrouler et que ça risque de pas être bon non plus pour elles. Donc souvent, les gens veulent rester, veulent faire face. Alors moi, je dis d'accord, mais attention, parce que là, on est en milieu hostile. Donc on va faire de la survie en milieu hostile. On va mettre en place un kit de survie, mais ce n'est pas une fin en soi et ça ne doit pas durer trop longtemps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire ça trop longtemps, c'est épuisant. Mais je vais vous donner quand même quelques éléments. En gros, ce que cherche à faire le harceleur, donc, je vous disais, c'est à détruire l'estime de soi de la personne, à dégrader son estime de soi, à la faire douter de tout, de ses compétences, de qui elle est en tant que personne, en tant que professionnelle. Donc, qu'est-ce qu'elle cherche à faire? Que cherche à faire le harceleur? Elle cherche à provoquer des émotions négatives. Provoquer de l'anxiété, provoquer de la honte, provoquer de la culpabilité, etc. Par tous les moyens. Donc, dans le kit de survie, le premier conseil, c'est blindage émotionnel. Autrement dit, ne rien montrer. Ne pas montrer ses émotions à un harceleur. Une fois qu'on sait que c'est un harceleur, encore faut-il l'avoir identifié. Ça veut dire quoi, concrètement? C'est pas facile à faire, hein, ça. Ça veut dire que on va faire du service minimum. Autrement dit, on va minimiser toutes les interactions possibles avec le harceleur. C'est-à-dire, moins on interagit avec lui, mieux on se porte. C'est du poison, donc on ne va pas aller au poison, on ne va pas y aller tant qu'on peut. Ça veut dire que les interactions doivent être robotisées au maximum. Sujet, verbe, complément, pas plus. Des phrases courtes, des phrases factuelles, pas d'émotion dans le discours. Que du langage professionnel, ne jamais parler de sa vie privée, ne jamais parler de
de ce qu'on ressent. Ne pas dire ce qu'on pense des autres personnes, par exemple, parce que comme ils cherchent à monter les uns contre les autres, il va dire, alors, qu'est-ce que tu penses d'un tel? J'en pense rien ou j'en pense du bien, mais rien de rester neutre sur tous les sujets. En gros, c'est ce qu'on appelle le comportement apathique, c'est-à-dire c'est l'inverse de l'empathie. Il faut jamais être empathique avec un harceleur. Ça, c'est mortel, hein, surtout. Donc, il va falloir faire l'inverse de l'empathie, c'est l'apathie. Donc, A préfixe A privatif, pathie, pathos, émotion. Donc, sans émotion. Donc, voilà. Donc, moins on se frottera émotionnellement, mieux on va se porter. Et donc, il y a une technique que moi, j'utilise avec mes patients. Alors, je les entraîne, hein, parce que c'est pas le genre de truc qu'on fait facilement comme ça à brûle-pourpoint, mais en jeu de rôle, on peut s'entraîner. C'est la technique du brouillard. C'est-à-dire, le brouillard consiste à répondre au harceleur sans se mouiller, sans mettre d'émotion, tout en répondant quand même, mais sans répondre vraiment. Par exemple. Parce que dit comme ça, c'est le brouillard, justement. Justement, c'est le but. Le harceleur, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des petites piques comme ça, l'air de rien, très déstabilisantes. Du genre, c'est comme ça que tu comptes faire gagner de l'argent à la société. Vous voyez ce genre de réflexion? Je vous en donne un exemple parmi plein, mais ça peut être ça. Et la technique du brouillard, c'est de répondre sans vraiment répondre, mais tout en répondant quand même, parce qu'il ne faut pas montrer qu'on est perturbé. Il ne faut pas montrer ses émotions. Et donc, ce sont des petites phrases toutes faites. Alors là, c'est genre, ça dépend. On verra bien. Chacun son opinion. Vous voyez, c'est vraiment, on met du brouillard dans la réponse. C'est-à-dire qu'on ne répond pas vraiment. Moi, j'utilise souvent ça dépend. Quand je vois des harceleurs, je dis souvent ça dépend parce que je trouve que c'est très brouillard, justement. Je trouve ça pas mal. Et puis, ça permet de justement répondre du tac au tac. Donc, l'idée, c'est d'apprendre à répondre du tac au tac à ces gens-là avec des phrases, encore une fois, très courtes, très incisives, très courtes et qui permettent de clore très vite le débat. Donc, derrière ça, l'idée aussi, c'est de ne jamais rentrer dans des justifications. Ne jamais se justifier avec un harceleur. Ça, c'est surtout un des trucs les pires à faire parce que il va toujours utiliser les informations contre la victime après. D'accord? Donc, si je commence à dire. On parle le moins possible avec sujet, verbe, complément et on utilise la technique du brouillard, c'est-à-dire des façons de construire les phrases qui ne répondent pas vraiment à la question, qui répondent quand même, mais le plus court possible. C'est ça que j'entends. C'est un brouillard qui est court et qui clôt la discussion. Le but, c'est ça. Alors, c'est pas facile à faire parce que la personne se sent, elle, envahie par son émotion pendant que l'autre envoie des messages négatifs. Donc, c'est pas facile à faire. Donc, nous, on apprend aussi à nos patients à respirer, à faire de la respiration abdominale pour justement faire baisser le stress rapidement et pour pouvoir répondre le plus apathiquement possible dans la foulée. Mais c'est un entraînement en fait, vous voyez, donc c'est pas une fin en soi parce que c'est épuisant, parce que finalement ça oblige à mettre un couvercle sur sa vraie personnalité, parce qu'on n'est pas comme ça, on n'est pas des robots, donc ça oblige à jouer le robot alors qu'on ne l'est pas, donc c'est très fatigant et c'est très énergivore, mais c'est moins pire que de se faire bouffer par quelqu'un qui déstabilise en permanence et qui cherche justement à provoquer des émotions. Et donc, ce que j'entends quand tu dis ça, c'est qu'en fait, on a besoin d'énergie. Donc, si on est déjà épuisé, parce qu'on a été trop loin dans le processus ou parce qu'en plus, on a du stress au travail qui nous fatigue, on n'est plus en capacité de le faire. Et donc, on ne peut faire ça que si on s'y est pris assez tôt et qu'on a suffisamment de ressources pour pouvoir faire cet exercice finalement face Il faut de l'énergie, c'est sûr. Il faut de l'énergie pour ça. Il faut avoir les idées claires. Et donc, ça s'adresse aux personnes qui se sentent encore l'énergie de rester au travail,
qui ne veulent pas lâcher, qui ne veulent pas se mettre en arrêt de travail et qui se sentent prêts à rentrer dans cette espèce de bagarre. Moi, ce que je dis aux gens, c'est écoutez, faites ça, d'accord, mais attention, si vraiment vous sentez que ça vous épuise, bon, bah, va falloir s'arrêter quand même parce que c'est pas possible. On peut pas non plus aller au bout du bout parce que c'est trop dangereux pour la santé. Mais parallèlement à ça, il faut faire un autre travail qui est de dire comment je m'échappe de ça au plus vite. C'est-à-dire qu'on ne va pas rester non plus des années à faire ça. C'est pas possible. Ça n'a aucun sens. On n'est pas au travail pour souffrir, on est au travail pour s'épanouir, pour gagner notre vie, pour s'enrichir, pour apprendre, pour se développer. Le manager harceleur, il ne va rien vous apprendre, il ne va pas vous aider à vous développer, il ne va pas vous former, il ne va rien vous apporter. Donc, de toute façon, il va falloir changer d'environnement, soit changer de service si c'est une grande entreprise et qu'on peut aller ailleurs, soit changer d'entreprise. Mais parallèlement à ça, moi, ce que je fais avec mes patients, c'est de les aider à dire, bon, bah, où est-ce qu'on va et comment on change de boulot. Donc, ça veut dire qu'il faut garder aussi de l'énergie pour changer de travail, ce qui est quand même pas si évident. Faire attention à ça. Ouais. D'ailleurs, est-ce que, parce que l'idée que les personnes changent de service ou changent de travail, ça ne résout pas le problème du service finalement. Ça résout le problème de la personne et c'est essentiel pour elle, c'est peut-être même vital. Qu'est-ce que l'entreprise peut faire concrètement si elle se rend compte qu'elle a un collaborateur, un manager, homme ou femme d'ailleurs, hein, on dit une personne, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, qui se retrouverait dans ces caractéristiques de harceleur? Alors, ce que disent les textes aujourd'hui, ce que dit le droit du travail, c'est que l'entreprise a une obligation de sécurité de résultat en termes de prévention des risques psychosociaux. C'est-à-dire que l'entreprise doit tout faire, et si jamais elle est assignée devant un tribunal, elle doit prouver qu'elle aura tout fait, pour protéger ses salariés de tous les risques, que ce soit les risques psychosociaux, mais tous les autres risques également. Par exemple, je ne sais pas moi, quand on parle du risque incendie dans une entreprise, si jamais un jour il y a le feu dans une entreprise, il faut que tout soit prévu pour que les gens puissent évacuer, etc. Les risques psychosociaux aujourd'hui sont au même niveau que tous les autres risques, qu'un employé du bâtiment ne tombe pas d'un échafaudage, etc. C'est au même niveau, d'accord? Donc ça, c'est important dans le code du travail. Donc ça veut dire que l'entreprise a cette obligation de résultat en termes de protection des salariés. Ça veut dire que ça ne devrait pas arriver, que l'entreprise devrait prendre tous les moyens possibles et imaginables pour que ça n'arrive pas. Ça, c'est dans le meilleur des mondes. Maintenant, il y a des entreprises plus vertueuses que d'autres dans ce domaine, hein, évidemment, il y a de tout. Donc là, ce que dit aujourd'hui la loi, c'est que l'entreprise, par contre, a le choix des moyens pour faire cela. C'est-à-dire qu'elle peut s'y prendre comme elle le veut pour en tout cas aboutir à cette précaution-là de prévention des risques. Donc, ce qui se fait aujourd'hui, c'est ce que je fais moi quand je vais dans les entreprises, c'est de la prévention surtout. C'est-à-dire, c'est de demander à des organismes spécialisés de venir faire des campagnes d'information. Ça peut être sous forme de conférences. Conférences, c'est déjà bien, mais c'est de la sensibilisation, c'est pas suffisant. Ce qui est plus efficace, c'est la formation. Donc, c'est par exemple d'aller former à tous les niveaux hiérarchiques dans les entreprises, que ce soit les collaborateurs, mais les managers, à tous les niveaux, les former à tout ça, c'est-à-dire les informer sur ce que sont ces risques psychosociaux, ce que c'est que le harcèlement et comment prévenir. Donc, quand par exemple un manager voit une personne en souffrance dans son équipe qui est potentiellement harcelée par quelqu'un d'autre, il doit pouvoir le repérer et mettre en place ce qu'il faut pour que ça s'arrête tout de suite. Il faut que les sanctions soient connues. Donc ça, par exemple, certaines entreprises vont choisir de diffuser une charte des bonnes pratiques. Qu'est-ce que c'est que le harcèlement et qu'est-ce qui n'est pas admis dans l'entreprise. Donc ça doit venir vraiment, si possible, de la direction générale, parce qu'il faut que la direction générale soit partie prenante et dise dans notre entreprise, on n'admet pas ça. Vous voyez, donc il faut vraiment que la communication soit claire. Et quand il y a vraiment des situations graves, eh bien, on en parlait tout à l'heure, audit, faire venir un cabinet spécialisé extérieur qui soit neutre. Parce que quand l'audit est fait de l'intérieur, c'est pas la même chose. Hein. Il faut que ce soit des gens neutres qui viennent voir ce qui se passe.
et que des mesures soient prises. C'est une faute grave, voire une faute lourde de la part d'une personne de harceler une autre personne. Donc, à ce moment-là, il faut que la personne soit mise hors d'état de nuire. Donc, voilà. Donc, en tout cas, chaque entreprise va avoir le choix de sa manière de faire. Certaines prennent ça très au sérieux, d'autres moins. Et Voilà. qu'est-ce que toi, tu vois du monde du travail aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises se saisissent? Alors, elles ont une obligation, c'est clair, c'est écrit, mais comment est-ce qu'elles se saisissent? Est-ce qu'elles arrivent à trouver des solutions, à mettre en place des pratiques de prévention ou de réaction quand ça arrive? Ou est-ce que tu vois qu'il y en a qui pataugent encore pour savoir comment faire face à ça? Oui, les deux existent. Mais quand ça patauge, ça patauge parce que souvent, ce qu'on voit, c'est que les directions des ressources humaines réagissent peu, voire très tard, quand des salariés viennent alerter. Il y a une espèce de, comment dire ça, de chape de plomb, on peut dire, qui existe dans les entreprises, qui n'ont pas envie de mettre un peu les mains dans le cambouis et d'aller traiter des sujets compliqués. Et souvent aussi, les gens, c'est ce qu'ils expriment également, c'est qu'ils sont souvent très dépassés. Et parce qu'ils ne sont pas suffisamment informés et formés pour prendre en charge ces choses-là, quoi. Hmm. En plus de la charge de travail qui existe déjà, etc., etc. Donc, les trois éléments que tu as partagés au début, informer les personnes à tous les niveaux, former les personnes qui ont des capacités justement d'agir, de réagir de façon à ce qu'elles se sentent en capacité de faire quelque chose si elles repèrent ou si elles sont informées. Et le troisième que tu as mentionné, c'était impliquer concrètement la direction, en tout cas que la direction soit clairement soit claire sur les impacts qui seront appliqués, les sanctions qui seront appliquées si des actes de harcèlement sont identifiés dans l'entreprise. Exactement ça. Ça me fait penser vraiment à un parallèle avec le burn-out, avec trois raisons qui font que les entreprises ne s'en saisissent pas. Donc, il y en a une qui est, comme tu le mentionnes, c'est le fait de ne pas savoir quoi faire, se dire, je suis conscient qu'il y a un problème, mais comme je ne sais pas quoi faire, on ne fait rien. Et il y a un autre élément, et je ne sais pas si tu si tu fais le lien aussi avec le harcèlement, c'est la pensée que c'est un problème individuel, que c'est l'individu qui doit gérer le problème et que ce n'est pas un problème de l'entreprise et du système. Oui, oui, c'est vrai. On entend souvent dire, écoute, t'es grand, tu peux te défendre, vous êtes entre adultes, responsables, vous êtes des gens intelligents, réglez vos problèmes entre vous. Oui, ouais, on entend ça, bien sûr. Et donc, oui, c'est une manière aussi d'éviter, et il y a beaucoup de déni finalement derrière tout ça. D'ailleurs, dans le livre, il me semble que tu mentionnes voilà, pour qu'une situation de harcèlement puisse naître et perdurer, il faut deux conditions, un terrain propice et une personnalité particulière du harceleur. Donc, on a parlé de la personnalité du harceleur. Est-ce que tu veux nous parler un peu du terrain propice? Qu'est-ce que c'est un terrain qui va favoriser l'espace au harceleur? Alors, c'est un peu les deux extrêmes. Soit les entreprises très autocratiques, avec des process très rigides, où les gens ont peu le loisir de s'exprimer, etc. Des entreprises comme ça, avec un fort niveau de stress et peu de communication. Ça, c'est du terreau pour le harcèlement, parce que les gens se sentent pas en sécurité. Ou alors l'extrême inverse, l'entreprise beaucoup trop laxiste, où chacun fait ce qu'il veut, où il n'y a pas vraiment de management, où voilà, ça laisse à désirer à ce niveau-là, et où les gens ont beaucoup de mal à se situer au niveau de leur périmètre et commencent à marcher sur les plates-bandes les uns des autres, et où dans le flot artistique au niveau de l'organisation du travail. Et ça aussi, c'est du terreau favorable au harcèlement. Donc les deux extrêmes sont très stressants pour des raisons différentes, mais voilà. Donc l'ambiance dans l'entreprise, effectivement, elle est primordiale. Donc, c'est aussi un axe que les entreprises pourraient saisir pour se dire, au moins, on crée un environnement qui n'est pas propice à des personnalités qui seraient de type harceleur. Ouais. Ce qui m'amène d'ailleurs à une deuxième question.
est-ce que c'est possible qu'un environnement génère du harcèlement sans que ce soit lié à une personnalité de type manipulatrice et on entend derrière pervers narcissique? Est-ce que ça pourrait arriver de par le système lui-même? Oui, bah, on a connu ça, hein, ça a fait grand bruit dans les médias il y a quelques années, quand on a parlé de suicide dans certaines grandes entreprises très connues. Eh bien oui, quand il s'agit justement de pousser des gens à la démission parce qu'on est trop nombreux et qu'on ne va pas prendre les mesures pour bah, justement licencier les gens comme on devrait le faire dans les règles de l'art, mais qu'on va préférer faire en sorte que les gens partent d'eux-mêmes, alors bah, on va instituer un climat insécure et où les managers vont devoir faire en sorte que les gens n'aient pas vraiment grand plaisir à rester dans cette entreprise et partent d'eux-mêmes. Voilà, donc là, dans ces cas-là, c'est du harcèlement qu'on appelle institutionnel, où les managers sont pris souvent d'ailleurs en étau hein, entre leurs équipes et puis les entre guillemets directives qui sont officieuses. Mais voilà, et ça a fait vraiment beaucoup de mal et ça a créé beaucoup de tort aussi à ces grandes entreprises parce que leur image a été fortement écornée aussi à ces occasions-là. Donc oui, ça peut encore arriver, bien sûr. Donc finalement, le harceleur peut être lui-même manipulé pour Bien devenir sûr. harceleur Dans d'un ce cas-là, oui. système plus complexe. Dans ce cas-là, oui. C'est pas une personnalité perverse, mais voilà, il est manipulé lui-même, tout à fait. Hmm. Est-ce qu'il y avait une question qu'on a eue, qu'on n'a pas encore abordée? Ce sera, d'ailleurs, on arrive vers la fin, puisqu'on va pouvoir se retourner vers les personnes qui nous écoutent. Est-ce qu'il y a un profil de personnes qui sont plus à risque de subir du harcèlement? Là, on va parler un peu de psychologie et on va parler un peu de nos schémas inconscients. En fait, il faut imaginer que le harceleur, c'est un prédateur, c'est-à-dire qu'il cherche des proies. Alors, il cherche quoi? Il cherche des proies bien appétissantes, qui font envie. Et là, on va balayer aussi une idée reçue qui est de dire que les gens harcelés n'ont pas une bonne estime d'eux-mêmes. C'est pas vrai du tout. C'est bien le contraire, justement. C'est-à-dire que les proies préférées des harceleurs sont des gens qui, justement, ont beaucoup de ressources. Parce que le prédateur, il cherche une proie charnue, bien appétissante. Il ne cherche pas une petite proie toute maigre, pas du tout. Qu'est-ce qui va déclencher le harcèlement? C'est souvent la jalousie et l'envie. Et donc, les victimes préférées des harceleurs sont des personnes très compétentes, sont des personnes dynamiques, qui ont beaucoup d'énergie. Ce sont des personnes qui ont une bonne estime d'elles-mêmes. Ce sont des personnes qui souvent sont très autonomes, qui est le contraire du harceleur, parce que le harceleur n'est pas autonome du tout, puisque finalement, il a toujours besoin d'une proie sous la dent, donc il ne peut pas vivre tout seul. Et l'autonomie, justement, c'est quelque chose qui déclenche de la jalousie et de l'envie. Et donc, les personnes qui sont victimes sont des personnes qui ont des schémas très forts de perfectionnistes, des gens qui aiment vraiment le travail bien fait et qui vont tout donner au travail. Et du coup, ces personnes qui dégagent comme ça quelque chose de puissant, quelque chose de très valorisant, vont déclencher la haine et la jalousie et vont déclencher inconsciemment, enfin, évidemment, le harcèlement. Donc ensuite, évidemment, la dégradation de l'estime de soi, c'est une conséquence du harcèlement. C'est-à-dire que ces personnes-là, elles-mêmes vont se retrouver à se dire je suis nulle, etc. Mais ce n'est qu'une conséquence, ce n'est pas à l'origine. Et ça, c'est très important de faire la part des choses par rapport à ça. Oui, donc c'est vrai que quand on entend le mot victime, on pense à des personnes faibles qui sont victimes. Et en fait, dans ce que tu nous dis, c'est que c'est le contraire, c'est qu'au départ, ce sont des personnes qui ont de la force, de l'énergie, du dynamisme et des valeurs fortes en lien avec le travail qui pourraient créer de la jalousie et faire que c'est sur elles que ça va se cristalliser. Exactement. Je crois que dans la question, il y avait aussi la suite de est-ce que les personnes hypersensibles, les hauts potentiels, est-ce qu'il y a certaines caractéristiques psychologiques où des gens se retrouvent à travers des accompagnements et des tests? Est-ce qu'on les retrouve statistiquement plus ou moins ou pas? Qu'est-ce que toi t'en penses?
Alors, les personnes au potentiel, je ne sais pas s'il y a eu des statistiques là-dessus, mais en tout cas, elles dégagent ce qu'on vient de dire, la compétence, le savoir-faire, le dynamisme, en général, ça va avec. Donc, de toute façon, ça peut être logique de penser que ces personnes peuvent faire l'objet de harcèlement. Les personnes hypersensibles seront plus sensibles, donc vont dégager plus d'émotions. Donc, ça va mieux marcher. C'est-à-dire que le harceleur, il veut provoquer des émotions, comme on a dit tout à l'heure. Il veut provoquer de l'anxiété, il veut provoquer de la culpabilité, etc. Donc, les personnes hypersensibles vont être plus émotionnelles, donc mieux réagir aux attaques, évidemment, du harceleur. Donc, évidemment, si elles sont elles-mêmes en même temps très intelligentes, très compétentes, etc., c'est des proies assez idéales pour un harceleur. Alors que des personnes moins sensibles, il y a des personnes qui sont moins sensibles au harcèlement, ce sont celles qui s'en foutent un peu, qui sont sur un mode plus, qui ressemblerait un peu au mode robot dont je parlais tout à l'heure, mais plus naturellement. C'est des gens qui sont plus naturellement sur des process, qui sont très rationnels, qui font pas trop d'émotionnel au travail, qui mettent pas trop d'affect dans le boulot. Ces personnes-là vont être plus protégées des harceleurs parce qu'elles vont moins les attirer déjà, forcément. Elles vont moins les attirer et puis si jamais elles les attirent, elles vont mieux savoir justement les contre-manipuler. D'accord. Voilà. Du coup, on arrive vers la fin de la partie interview. Si tu avais un message important que tu as envie de faire passer aux personnes qui se reconnaîtraient et qui se reconnaîtraient dans les images de victimes de harcèlement ou de potentielles victimes, qu'est-ce que ce serait? Quel serait ce message? Surtout de ne pas s'en vouloir si ça vous est arrivé. C'est-à-dire d'avoir conscience du fait que vous n'y êtes pour rien et que ça arrive à des gens qui sont, comme on vient de le décrire, des gens qui sont très bien, des gens qui sont très intelligents, des gens qui ont la tête sur les épaules, des gens qui ont un fonctionnement psychologique tout à fait normal, voire même optimal. Je vous dis ça parce que je vois bien parmi mes patients, les gens ont beaucoup de mal à récupérer tant qu'ils pensent j'aurais dû le voir, j'aurais dû me défendre, j'aurais pas dû me laisser faire. Et tant que les gens pensent ça, ils ont beaucoup de mal à passer à autre chose. Or, moi, je leur explique, mais non, mais vous ne pouviez pas le voir parce que la manipulation, elle est au centre du harcèlement. Donc, tout est fait pour que les rôles soient inversés. Donc, on est dans une inversion des rôles, en fait. Ce qui fait que du coup, la personne, très longtemps, ne peut pas se dégager de cette idée qu'elle y est pour quelque chose. Et donc, même après coup, quand on explique, on pose les choses, on est au calme dans mon bureau, on pose les choses, les gens me disent, mais non, mais pourquoi j'ai pas été capable de voir ça? Je dis, mais personne ne le voit, quasiment personne ne le voit. Et tout le monde se fait avoir. Donc maintenant, ce qui est important, c'est de mettre des mots dessus parce que si jamais un jour vous tombez à nouveau sur quelqu'un comme ça, là, vous le verrez. Là, ça ne pourra plus vous arriver une deuxième fois. Parce que là, vous aurez compris le système. Et le fameux système en 3 étapes, séduction, déstabilisation, destruction, une fois que vous l'avez compris et que dès la séduction, vous savez repérer les fameux signes dont on parlait tout à l'heure, ça ne peut plus vous arriver. Donc, ce que j'essaye de faire passer comme message positif, quand même, c'est d'accord, c'est une expérience épouvantable, mais n'empêche que vous allez en sortir plus fort. Et surtout, vous allez en sortir avec beaucoup plus de savoir-faire, beaucoup plus de lucidité. Et si jamais vous voyez quelqu'un comme ça, ou si jamais vous voyez un collègue à qui ça arrive, vous saurez l'aider. Vous saurez vous aider vous-même ou vous saurez aider les autres. Voilà. Un message positif de se dire, voilà, je n'ai aucune culpabilité dans ce qui s'est passé, ça n'a rien à voir avec moi. Je suis quelqu'un de bien, c'est ce que j'entends derrière. Et grâce à ça, finalement, je vais pouvoir être plus fort, plus forte et m'en prémunir ou prémunir les autres de ce qui pourrait se passer dans le futur. Exactement. Bon, merci Anne-Françoise. On va rester pour lire les commentaires des personnes qui nous ont écoutés. Et voilà, sur la partie interview, nous avons terminé.